le manque d'emploi et le manque du sérieux en certains jeunes les amène à se livrer à certains comportements. Le manque de sérieux, je suis d'accord. Oui. Mais manque d'emploi, oui, bon, ça dépend de ce que tu veux. C'est pas une évidence. Oui, bon, l'emploi partout, ça aussi, dépend de ce que toi tu veux. Hein. Voilà. Sinon, donc, on te dit généralement qu'il n'y a pas de sous-métier. Il y a entre autres ces aspects-là. C'est vrai, il n'y a pas de sous-métier. Moi, par exemple, quand j'ai fini l'université, j'ai décidé de me lancer dans l'enseignement et je l'ai fait gratuitement durant plusieurs années. Juste pour ne pas rester à la maison. Mais je n'ai pas eu d'argent, mais j'ai beaucoup appris dans l'enseignement aujourd'hui. Donc, c'est l'occasion d'interpeller les jeunes quand même à se trouver quelque chose à faire. Même s'il faut aller vendre même du plastique, prendre des initiatives, créer des initiatives qui vous permettent vraiment de ne pas rester à la maison et vous faire occuper, je pense que ça finit toujours pas payé. En fait, les jeunes aiment tellement la facilité aujourd'hui on aime mettre la faute sur la responsabilité sur l'État, on aime dire l'État n'emploie pas, mais l'État quelque part, l'État ne peut pas employer tout le monde, même le secteur privé ne peut pas employer tout le monde, il y a des compétences qui sont exigées. Aujourd'hui, les jeunes, pour la plupart des cas, ceux qui sont en tu tout peux cas faire en un chômage, service, tu peux faire toi-même, tu peux penser, tu peux être ingénieur. Il y a beaucoup, en tout cas, qui ne font pas du sérieux, comme il a rappelé, même dans les études, qui ne s'adonnent pas aussi en tant que tel. Et même dans certaines activités, c'est déjà, en tout cas, il y a beaucoup de fainéants. Donc s'il y a, s'il y a des fainéants, c'est quand même compliqué d'avoir certaines qualifications ou avoir un emploi. Parce qu'aujourd'hui, pour avoir un emploi, on vous demande des compétences, on vous demande une certaine attitude, votre façon de vous comporter, votre façon de vous adresser aux gens. Donc c'est tout un facteur. Si vous n'avez pas cultivé pendant votre apprentissage toutes ces façons de vivre là, il est quand même compliqué qu'à la sortie. Il y a à côté aussi la responsabilité des parents. Il faut entreprendre. Je pense que même quel que soit l'âge de votre enfant ou bien la personne qui est sous votre responsabilité, quel que soit son âge, même s'il est majeur, il faut toujours apprendre à l'accompagner. C'est extrêmement important. Je vais peut-être frustrer certaines communautés. Et quand on prend par exemple la communauté Soussou et forestière, le constat il est poignant. Voilà, tu peux voir un gaillard qui est encore qui a 30 ans mais qui végète encore dans la famille, celui qui devrait quand même apporter en termes de rétribution vis-à-vis de ce que les parents lui ont fait, mais qui devait apporter quelque chose. Mais le gars il est encore en famille. C'est partout. Voilà, non. Ce n'est pas spécifique qu'au deux, c'est partout. Mais l'accent est mis dans certaines communautés. On n'est pas en train de communautariser, mais non, pas du tout. Nous sommes des Guinéens. C'est pour dire. Mais vous savez qu'il y a souvent. Ce matin, je ne sais pas pourquoi je suis inspiré en anecdote, mais certainement. Mais généralement, on dit, quand on est en train de se moquer un peu des trucs, on dit, quand tu prends la communauté Peul, ce sont les plus grands chercheurs d'argent. Un petit sireur qui devient boutiquier, du boutiquier devient ça continue toujours. Un petit malinqué, tu vois, on va te dire, la communauté malinqué, c'est le grand boucan. L'orgueil qui est là. On te dit. C'est grâce à moi. Le petit Soussou, c'est des gens joués, s'asseoir. Non, c'est ce qu'on appelle des stéréotypes. Non, justement, c'est pas s'asseoir dans la cour. C'est exact, c'est évident. C'est s'asseoir dans la cour et c'est taper la poitrine. Ça n'a rien de discriminatif. Justement, mais au fait, nous sommes là et on sait ce que c'est pas. Bien le contexte, je respecte beaucoup la femme Soussou et la femme forestière. Non, ça quand même, les femmes... Et Soussou qui dit Marameta, je quitte pas là, chez moi, quel qu'en soit ce qui va arriver, si tu veux, vous allez crier, les voisins vont venir. Elle ne quittera jamais. Ça, la femme Soussou, la chapeau à vous ce matin, mesdames Mbalia, Buntigbe, Mafoudi, il faut citer tout, hein. Il faut citer tout. Non, des Gopou, des Séni, des Féniens, voilà, big up à vous et chapeau à vous. Et d'ailleurs, chapeau à toutes les femmes de la République de Guinée qui se lèvent très tôt, parce qu'allez-y, dans les marchés des Matoko. Au carrefour de Lambaye, à 4h, 5h du matin, tu rencontres ces bonnes dames avec les bols. Vous allez voir ces dames pendant que messieurs, ils dorment tout tranquillement. Et qui est en train de... Je sais pas... Et après, c'est ce monsieur qui demande le prix de la cigarette à madame. Oui, il va aller jouer au damier, loto. À PMU, à Guinée Games. Et il n'a jamais gagné. Alors... Comment tu t'es réveillé avec Odilon? Je ne comprends pas. En fait, vous savez, la vie... Non, c'est une sorte de loupe qu'on vient de créer. Parce que oui, on est en train de se moquer, mais on a lié ça à une réalité. Et il faut le dire, il faut dénoncer. Et c'est très important. Et c'est ce qui m'amène ce matin à parler d'une loupe que j'ai traversée tout à l'heure. En venant au boulot, je quittais la maison pour me rendre à ces services. J'ai vu un phénomène qui est très récurrent. Souvent, je l'apprenais, on m'enfermait, mais franchement, je ne l'avais jamais assisté. Et ce matin, je l'ai assisté. C'est quoi ce phénomène? C'est le vol flagrant. Et
les filles, surtout qui se sapent, qui mettent des mèches dessus, qu'on appelle soit des mèches brésiliennes ou bien cheveux naturels. Généralement, on a même eu une dame ici, à la rédaction, qui a été victime sur le pont de Madina. On est venu, on a arraché sa perruque. Et là, j'avais jamais assisté, j'avais toujours entendu. Mais ce matin, en venant vers le centre émetteur, vous savez que c'est presque la rue Princesse de la Guinée aussi, où il y a beaucoup de boîtes de nuit. J'ai trouvé 2 jeunes dames qui ont emprunté une moto. Elles se sont embarquées sur la moto. Et là, moi, j'étais derrière, j'ai attendu un peu, j'ai ralenti, la moto a pris le départ. Et je vois subitement un homme qui surgit, un jeune, qui vient pour rafler directement la perruque de la dame. Wow. Heureusement, la petite a été très rapide. Elle a elle-même arraché, elle a gardé. Pour moi, peut-être que c'est un quiproquo qui est entre une jeune demoiselle et son petit ami. Ben, j'ai ralenti pour comprendre un peu et afin de les dévier, les dépasser. Mais c'est là que j'ai entendu le cri de la fille qui dit en bon sous-sous, ah, ma perruque, il veut me voler, il veut voler ma perruque. Et là, je vois la moto qui prend l'allure. Et le monsieur aussi prend l'allure derrière la moto. Wow. Et moi un aussi, voleur perspicace. Comme j'ai compris, le monsieur a pris l'allure. Moi aussi, j'ai pris l'allure derrière le monsieur. Dans ma voiture. Heureusement, arrivé juste au carrefour du centre émetteur, la moto a pris de l'allure, était devant. Et lui, il continuait. Moi, je l'ai bloqué. Parce que là, ce matin, quand même, je l'ai bloqué. Le bon citoyen. Non, parce que j'ai vu l'action. Pour moi, c'était quelque chose, mais j'ai vu l'action. Non, là, je ne pouvais pas descendre, mais je me suis dit que je vais intervenir quand même avec la voiture. J'ai fait un coup de volant. Le monsieur, ça l'a frôlé. Là, il a eu peur. Il est descendu dans le caniveau. Et là, il s'est mis à insulter. Et bon, heureusement, c'est des insultes. Insulter qui? Un acte salutaire. C'est celui-là qui l'a empêché peut-être d'atteindre son objectif. Donc, c'est pour dire que actuellement, et souvent, hier on le disait, je ne sais pas quand est-ce qu'on le dit dans la semaine quand même, on disait qu'il y a des patrouilles diurnes et nocturnes. Mais on se demande où va la sécurité, comment va la sécurité en Guinée. On connaît. Et Alpha Baba, là où se trouvent les rétroviseurs. Justement, que ceux qui sont censés nous sécuriser ne sont pas sécurisés. Voilà. Donc, on ne sait pas où va la sécurité, comment se porte la sécurité dans notre pays. Si cette fille savait que ceux qui sont censés de nous sécuriser ne sont plus sécurisés, elle serait restée à la maison. Non, mais on ne peut pas quand même rester à la maison quand on a besoin de faire son plaisir. Kourouma, quand on a besoin de sortir, à ce stade, je pense que... sécurisé. Non, Kourouma, à ce stade, je pense qu'il ne faut pas prendre le risque. Parce qu'au fait, c'est banal. Hein? On parle de 7 vitres, de 7 rétroviseurs. Ça peut paraître banal. Mais moi, je prends cela comme vraiment un élément très sérieux qui nous prouve à suffisance que nous ne sommes pas en sécurité. Et ça se passe où? Dans l'enceinte, même dans la cour, même le département de la sécurité et de la protection civile. Ça veut tout dire. Donc, il n'est pas normal de prendre certains risques aujourd'hui, pensant que nous avons des policiers, des gendarmes. Il faut avoir... sa propre sécurité. Mais il faut assurer aujourd'hui sa propre sécurité. Une fois dans sécurité. une discussion aussi, quelqu'un qui me disait ça. À l'allure, il est chauffeur. À l'allure où vont les choses, chaque fois des coupeurs de route. Aujourd'hui, c'est la flagrance. Et puis, est-ce qu'on ne va pas essayer de se munir de nos propres armes? Parce que la gendarmerie, comme aux États-Unis, la gendarmerie routière, et après on déclare, mais toujours ce sont les mêmes points, toujours ce sont les mêmes lieux, et ce sont les mêmes. C'est des gens qui sont armés. On opère. Si c'est l'État qui autorise, parce que le port illégal d'armes est une infraction. Il faudra passer par l'Assemblée. Il n'y a pas de problème, voilà. Mais je pense qu'à ce stade-là, on a aussi certaines personnes qui pourraient se cacher derrière cet argument-là pour faire des bavures. Donc je pense qu'aujourd'hui, au regard de notre récente histoire, de notre récent passé, on ne peut pas quand même dire qu'on va donner les armes à tout le monde, parce que même les militaires qui avaient des armes dans les quartiers, eux-mêmes dans les bars, ils tiraient n'importe comment. Voilà, donc j'estime qu'aujourd'hui, il faut d'abord voir et analyser la situation. S'il faut renforcer la capacité des forces de sécurité pour nous mettre en sécurité, je suis d'accord. Mais donner les armes aux citoyens, c'est quand même... Les forces de sécurité depuis 2010, sur Alpha Condé, des idées comme ça qui viennent dans la tête des les idées viennent, qui ne se sentent pas sécurisés, et là qui a besoin quand même de sécuriser sa vie, qui a besoin quand même de se sauver. Et à chaque fois, surtout je vous ai dit, c'est des usagers qui sont sur des tronçons où généralement il y a des coupeurs de route qui viennent interviennent, qui les bloquent, qui font parfois des tirs, oui, on voit des morts d'hommes. Et généralement, on voit, souvent on passe dans la rédaction, Bamamou le sait. Mais au fait, quand c'est récurrent et que tu te sens plus en sécurité,
Ben, ce sont ces genres d'idées qui viennent dans la tête. D'accord. Pour ne pas que ça mûrisse, ces genres d'idées, il faut quand même, comme tu l'as dit, que l'État prenne sa responsabilité de sécuriser. D'abord, la première des choses, le rôle primordial de l'État, c'est la sécurité. Quand vous partez dans beaucoup d'entreprises privées, surtout les anglophones, ils te diront que the security is first value, c'est-à-dire la sécurité est la première valeur de l'homme. En fait, je ne sais pas pourquoi nous, l'État, ne prend pas cette sécurité quand même comme la première valeur de l'homme. C'est dommage. Alors, on va aller à la pause rapidement. Peut-être quand on va revenir, chacun a une loupe. Je sais que vous n'avez pas loupé l'information. Et moi-même, j'ai une loupe ce matin parce qu'on avait discuté de cette loupe ici en ce qui concerne EDG. Du poteau de Kenyan Passis. Tu te souviens. EDG. Malheureusement, ennemi de Guinée ou électricité de Guinée. Donc hier, tout le quartier était dans le noir. Et heureusement, le câble MT quand même, c'est-à-dire moins de tension, l'autre qui était accroché à un poteau d'abord en amont, qui a été détruit par un camion qui faisait marche arrière et le câble est tombé. Et heureusement, il y a eu plus de peur que de mal. Mais nous allons revenir tout à l'heure pour quand même essayer de discuter de nos loupes et de discuter un peu de cette irresponsabilité notoire de l'EDG. À tout. Là, vous l'avez compris qu'encore, vous êtes sur Joma Media, vous êtes dans votre émission On n'est pas gelé, avec les polémistes, avec des sujets brûlants. Et ce matin, nous avons commencé une loupe quand même que nous avons initiée, vous avez compris. C'était un peu parler du civisme, un peu parler des jeunes, un peu parler de la mobilité des jeunes, surtout dans l'exercice et dans la recherche d'un métier, puisqu'on dit quelque part qu'il n'y a pas de sous-métier. Il ne suffit pas de s'asseoir à la maison pour te dire que l'État n'est pas venu pour t'aider. Et toi, qu'est-ce que tu fais quand même pour aider ta famille? Alors, n'étant pas tout de l'État, tu peux, toi jeune qui est assis près du café, toi jeune qui est assis dans des grèves, parce qu'actuellement c'est ça, c'est ma base. Mais après, qu'est-ce que vous faites exactement? Même cette vie associative, il faut essayer quand même de profiter de cette vie associative. Les grains, c'est pas forcément le thé. Les grains, c'est pas forcément venir s'asseoir pour parler des jeunes filles, pour parler des affaires du quartier. Les grains aussi, c'est une sorte d'association qui peut quand même créer des projets entre vous et qui peut avoir certainement des financements et même dans vos différentes collectivités décentralisées. Alors, chers jeunes, prenez vos destins en main, essayez quand même de faire du sérieux, l'avenir vous appartient. Et parce que vous savez que les politiques quand même se servent de vous et chaque politique se dit que oui, les différents mandats sont décernés aux jeunes et aux femmes. Alors, ne vous asseyez pas, prouvez que oui, même si les mandats sont décernés à vous jeunes, vous aussi, vous êtes indépendants et vous pouvez être indépendants. Alors, ce conseil ce matin, c'est à l'endroit de tous ces jeunes. Et un chapeau et un coup de cœur à toutes ces femmes aussi qui s'élèvent très tôt pour tenir le foyer. Vous avez mes hommages et mes considérations. Ceci dit que nous rentrons finalement dans le vif du sujet. On a commencé tout à l'heure par l'EDG. On avait eu à discuter ici une fois du poteau de Kenyan Passis et surtout du transformateur, je crois, ADI 050 et à côté, à partir de Kenya montant vers Garaya. On a signalé ce fait parce qu'il y a un poteau qui avait commencé à céder. Et aujourd'hui, la population, quand on a contacté la population qui avait dit que oui, près d'un mois, ils ont remonté l'information à la direction communale. Oui, c'est la direction communale de l'EDG, mais c'est resté silence. Et aujourd'hui, hier, j'apprends aussi, on m'appelle qu'il y a un poteau, il y a un camion qui faisait la marche arrière, qui a allé détruire un autre poteau plus en haut, c'est-à-dire en amont, et qui a répercuté sur le poteau déjà qui devait céder, qui était presque fatigué. Et tout Kenyan Passis, aujourd'hui, montant à Garaya, monte jusqu'à un peu plus loin, se trouve dans le noir. Par ce qu'on appelait tout à l'heure l'irresponsabilité de l'EDG. Parce que les agents qui viennent souvent sur le terrain ont fait comprendre à ceux-ci, aux citoyens, qu'ils ont remonté l'information, mais personne ne se bouge. Et moi, j'ai eu hier à parler avec un responsable de l'EDG
qui étaient là, qui pleurnichaient, qui disaient oui, c'est vrai, on a eu l'information, mais bon, on vous promet quand même que comme si on va revenir très tôt pour rétablir le poteau. Mais sachez que ce poteau qui est du côté des Kenyans, ce sont les lignes moyenne tension qui sont dessus. Pour ceux qui connaissent le dégât des moyennes tensions, la haute tension, on sait déjà, mais la moyenne tension, déjà, un spécialiste me disait qu'à partir de 50 mètres, déjà, c'est la mort totale. Et à partir de 20 mètres, et c'est presque du cendre qu'on va ramasser. Et vous savez que ces poteaux-là sont perchés sur des habitations. Et les DG, ils l'ont constaté, ils l'ont vu, et personne n'est venu. Aujourd'hui, c'est la situation qui s'est créée, puisque ça a été dénoncé. Nous, ici, nous avons discuté, et personne n'a levé le petit doigt pour aller pallier à la situation. Déjà, moi, je trouve que c'est une irresponsabilité totale. Lorsque vous êtes dans le cadre d'un service public, la chose qui doit vous caractériser, c'est une certaine rapidité, une certaine mobilité. Vous ne devez pas être dans la lenteur, surtout sur des cas d'urgence. On ne parle pas d'un cas où les gens n'ont pas de courant, où vous devez prendre du temps pour venir mettre du courant. C'est des gens qui ont déjà de l'électricité et il y a ce qu'on appelle des poteaux qui menacent de tomber et également des dégâts qui pourraient survenir. Vous êtes informé en amont depuis plus d'un mois. Je me rappelle ce jour-là, on était sur le plateau, on l'a annoncé, on a projeté des images, on les a montrées, ils étaient informés. Et il y a même un agent commercial de l'EDG qui a appelé pour vouloir se désolidariser en disant que ça ne relève pas de nous. Mais en tout cas, on ne peut pas dissocier que tu sois commercial ou pas. C'est l'EDG. Il peut quand même remonter l'information à qui de droit qui pourra prendre ses responsabilités selon les infos, pour le faire. Qu'ils ont remonté l'information. Justement. Mais il y a ce qu'on appelle, je crois, il y a l'équipe d'opération, c'est-à-dire l'équipe technique quand même, qui devait venir faire le constat. Ensuite, le service qu'on appelle le service qui s'occupe de la logistique, qui devait venir pour voir et remplacer ces poteaux. Mais la question qu'on se pose, pourquoi par endroit c'est des poteaux en bois et de l'autre côté, vous trouvez des poteaux en béton? Justement, c'est sûrement une question de moyens. Moi, je ne sais pas aujourd'hui le financement, mais je ne les excuse pas parce que nous, ce qu'on demande, on veut en tout cas être en sécurité, avoir de l'électricité et qu'il n'y ait pas de bavure, des fils qui vont tomber et dévaster des familles. Donc, c'est pourquoi nous, on conseille même que partout qu'il y ait des poteaux en béton. Mais on ne sait pas l'excuse valable pour eux pour nous mettre des poteaux en bois, mais toujours est-il, pour revenir sur le cas kenyan, je pense que lorsque vous êtes informé, vous êtes chargé d'une mission de service public, vous devez prendre vos responsabilités. Aujourd'hui, il faut rappeler qu'il y a des voies de recours qui sont autorisées. Il y a ce qu'on appelle, vous pouvez engager la responsabilité pour dysfonctionnement du service public. Odilon est bien d'accord avec moi, les autres juristes également. Donc aujourd'hui, c'est une voie, une possibilité également offerte aux citoyens pour engager la responsabilité des DG pour dysfonctionnement du service public. Au-delà de ça, j'aimerais dire, EDG aujourd'hui est dans une formulation généralement de se dédouaner, généralement de dire bon, on n'a pas soit reçu l'information ou nos équipes sont comme ci, comme ça. À l'interne, il revient à EDG de s'organiser, d'avoir ces structures-là. Lorsqu'il y a des cas d'urgence, qu'on déploie des agents sur le terrain pour faire des constats, apporter des solutions pour éviter des dégâts. Aujourd'hui, ici, au niveau de Kenyan Passis, on a rappelé avec le premier poteau, ça ne marchait pas. Il y a eu d'autres poteaux de la suite. S'ils étaient venus faire le constat, ils auraient pu relever toutes ces failles-là et prévoir des mécanismes de solution pour que les gens vivent en sécurité. Mais s'ils ne l'ont pas fait, jusqu'à date, même pas de constat, et qu'il y ait des bavures, aujourd'hui tout le monde est dans le noir, je pense que c'est une irresponsabilité de ce service-là. Et il faut le pointer du doigt, même le directeur. Il y a plus de 200 ménages, 200 ménages qui n'ont... Aujourd'hui, lorsque les gens n'ont pas de courant, les gens ont des réfrigérateurs, ils font des sauces dans la semaine pour conserver. Où la nourriture va pourrir, c'est des frais, c'est de l'argent. Les gens ont investi quand même des gens sortent tous les jours le matin pour aller travailler. Seuls les week-ends, ils prennent le temps pour préparer des sauces pour toute la semaine pour conserver. Si ces réfrigérateurs-là ne fonctionnent plus, il n'y a pas d'électricité, il y a des gens qui travaillent sur le wifi, à la machine, à la maison. S'il n'y a pas d'électricité, comment ces gens-là vont s'en sortir? Il est bien beau de voir les lumières, mais au-delà de ces lumières-là, ce sont des activités qui sont à travers ces minières-là, ce sont des nourritures qu'on conserve qui permettent à ces familles-là de subsister. Aujourd'hui, l'électricité, on ne peut rien faire sans l'électricité, il faut le rappeler. Alors,
un service public quand même, jusqu'à date, qui refuse de le faire. Moi, je pense que c'est aberrant, c'est honteux. Justement. Et aujourd'hui, on est quand même dans cette façon de dénonciation. Mais au-delà de ça, qu'on engage même la responsabilité de ce service pour dysfonctionnement de ce service public. Surtout quand on dit que l'État, c'est la prévention. Justement. Mais cette fois-ci, c'est le citoyen qui a pris son rôle de citoyen et a informé. Vous prévenir, vous informer. Vous savez, généralement, c'est pas récurrent que dans les quartiers, que vous trouvez des citoyens qui voient un service public, ils se disent, bon, c'est pour l'État, de nous, ça ne nous concerne pas. Mais cette fois-ci, le citoyen a pris sa responsabilité d'aller vers vous pour vous avertir. Une fois, 2 ou 3 fois, près d'un mois en train de vous avertir, mais l'État est resté inerte. Certes, aujourd'hui, cette situation à Kenyan Passis, en ce qui concerne la ligne du transformateur DI 050, du côté de Kenyan Passis, oui, on a un représentant. Bonjour, monsieur. Bonjour. Voilà, vous êtes responsable à l'EDG et on est en train de dénoncer ce qui s'est passé à Kenyan Passis en ce qui concerne la ligne du transformateur DI 050 du côté de Kenyan Passis. Les poteaux qui sont tombés hier et vous avez été averti de la situation de ces poteaux auparavant. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire par rapport à cette situation? L'incident s'est passé hier nuit, non? Mais vous avez été averti par les citoyens depuis. Vous êtes en direct, je vous apprends, sur la radio Joma Media et tout le monde vous écoute. Il est parti. Non, mais ce que j'ai dit, c'est quand même décevant. Aujourd'hui, peu importe la situation, lorsqu'on vous appelle, donnez des informations. Le peuple a envie de savoir. Vous pouvez dire, non, mais à l'antenne, généralement, moi je le rappelle, même hier, lorsque vous mettez les gens devant les faits, généralement, ils fuient les responsabilités et ça ne se doit pas. On va essayer de le rappeler encore. Ça ne se doit parce pas. qu'il faut qu'on sache au moins. Il faut qu'il nous donne. Oui, monsieur. Allô? Allô, bonjour, monsieur. Peut-être c'est le réseau ou bien il ne veut pas. C'est pas le réseau. Ce matin, on a fait des appels. On a besoin d'explications. Et s'il peut quand même parler, au lieu de nous mettre quand même en mode stand-by, et vous êtes en ligne, on le sait, on voudrait quand même comprendre les explications et du côté de l'EDG de la commune de Dixine. Surtout, vous êtes responsable, vous êtes un chef d'antenne, là-bas. Et quand la situation se passe, nous, les médias, on a quand même l'obligation de vous appeler. Et on n'a pas besoin quand même de vous avertir pour comprendre. Exactement, on a été interpellés sur la situation. On a mené les enquêtes et c'est vrai, ça s'est avéré que pendant des semaines, vous avez été avertis et même par des agents. Et vous ne voulez pas parler. Est-ce que vous pouvez nous dire concrètement ce qui se passe au niveau de Kenya? Vous êtes en ligne. Il ne veut pas parler. C'est pas grave, mais ce qui reste clair, lui-même, il est au courant maintenant de ce qui s'est passé. Parce que la première question, dès que tu as posé... Il était au courant. Non, mais là, il ne s'était pas manifesté, il ne s'était pas déclaré. Mais là, lui-même, il dit, c'est hier nuit, non? Ce qui veut dire qu'il est au courant de ce qui se passe. Ils savent exactement ce qui se passe. Et pourquoi depuis la nuit, ils n'ont pas intervenu? Parce que EDG a des pick-up souvent qui... comment dirais-je, ils opèrent même la nuit si on les appelle. Lui-même, il dit, c'est hier nuit, non? Donc, depuis hier nuit jusqu'à maintenant, qu'est-ce qui est fait? Je pense absolument rien. Rapidement pour revenir à Odilon. Il est toujours en ligne, mais je ne sais pas grave. Si il nous écoute. De nous écouter. Non, il écoute l'émission. Qu'il écoute l'émission et que... Heureusement que les téléspectateurs et auditeurs, le monde est en train de vous écouter. Le monde sait déjà que vous êtes en ligne et vous êtes en train de nous écouter. Et on est en train de dénoncer votre négligence. La négligence quand même de la direction communale de Dixine, de l'EDG. Il va remonter à son patron. C'est très important. Écoutez l'émission. Ils sont au courant parce que selon les indiscrétions, eux-mêmes, il y a quelqu'un qui l'a appelé hier. Il a dit exactement qu'ils sont au courant, mais qu'ils sont en train de dépêcher quand même des équipes pour le faire. Mais pourquoi ça a pris le temps? Moi, je veux juste placer ceci. Ce que j'ai dit, si c'était par exemple un endroit où, par exemple, le directeur général de EDG avait son ménage ou bien à côté, un ministre, si c'était dans son quartier et que ses poteaux la menaçaient, je pense qu'il aurait... Aujourd'hui, il faut rappeler, nos responsables, lorsqu'il s'agit de leurs problèmes personnels... C'est l'un des poteaux en question. Justement. Monsieur, si vous êtes en ligne, regardez la télé Joma. Nous sommes maintenant en direct sur Joma. Voici le poteau dont on parle là. Vous pouvez regarder le poteau dont on parle, le poteau en bois,
qui avait commencé à céder. Et on a eu à dénoncer il y a longtemps. C'est ce poteau du côté des Kenyans Passis. Regardez, c'est même attaché par une corde. Et vous avez vu déjà comment ça s'est incliné. Et ça a presque cédé hier. Et c'est une ligne de moins de tension qui est dessus sur plus de 200 ménages. Et ils savent déjà le danger. Ils sont négligents. Lorsqu'il s'agit des responsables de EDG et que leur foyer, leur ménage sont menacés, généralement, ils prennent toutes les responsabilités. Moi, je n'ai jamais appris que là où le directeur d'EDG habite, il y a des problèmes de courant. Ça, on ne l'a jamais vu. Mais si c'est le bas peuple, si c'est le citoyen lambda, l'ouvrier, le maçon, le menuisier qui est dans le quartier, la vendeuse, son ménage quand même, on ne prend pas nos responsabilités. Parce que quelque part, on se dit qu'on est des super humains et que les autres sont au bas de l'échelle. Ça ne se doit pas. C'est aberrant. Moi, je voudrais justement dire ce matin, si la promptitude avec laquelle ces gars-là nous déposent les factures dans nos différents ménages, ils réagissaient avec cette même promptitude en cas de Mali, ça aurait été bien. Je pense que c'est un comportement qui est révoltant. Je n'appelle pas ce matin à de la révolte, mais c'est un comportement qui incite vraiment à de la révolte. Heureusement le mot, ceux qui m'ont interpellé se disent que puisque ils ont envoyé une lettre d'information, ou bien une note d'information verbale, ils ont averti les agents qui étaient sur le terrain et qui les ont fait comprendre que oui, l'information est remontée. Ils se disent que c'est un fait exprès, que même si ils savent qu'aujourd'hui c'est le camion quand même qui a détruit l'autre poteau, mais que ça a répercuté sur les autres, que c'est un fait parce qu'ils sont au courant, que si les lignes ne sont pas rétablies dans les jours qui suivent, c'est-à-dire dans les 24 heures qui suivent, je crois du côté des Kenyans Passis, les jeunes se disent qu'ils vont sortir et pour pagailler. Non, ils n'ont pas moi, quand même, c'est pas le meilleur moyen, mais ils peuvent quand même engager pour dysfonctionnement du service public. On est dans un état de droit. Je voudrais dire ceci. Simon Pierre révélait tout à l'heure quelques conséquences que ce manque d'électricité dans cette zone-là pourrait entraîner. Vous parlez des repas. Il y a des femmes aujourd'hui, pour vivre, il faut qu'elles attachent de l'eau, ou fassent du bonbon, mettre dans les réfrigérateurs et aller vendre. Justement. Je me demande s'il y a des ménages comme ça qui vivent de cette façon-là, comment ils font ces derniers temps. Au-delà, il y a la question de la sécurité. Finalement, le monsieur a éteint son téléphone. C'est pas grave, c'est son droit, mais c'est pas respectueux de sa part quand même. Pour des raisons de bienveillance, il aurait dû quand même nous donner quelques explications. Ou peut-être, du moment où il est déjà informé, il aurait dû nous donner le minimum, il aurait pu nous dire des informations sur ce je vais essayer de vous passer le contact de celui qui est chargé de la communication. Oui, mais tout cela ne peut être possible. Pas bien placé, voilà. Mais au moins qu'on ait une explication. Tout est l'heure, parce que si vous avez des responsables ailleurs, pour assumer un poste de responsabilité, minime soit-il, il faut des b.a.-ba en termes de gestion administrative, en termes de management. Il faut avoir quand même beaucoup plus comment de connaissances. On peut t'appeler sur une situation. Si ça ne relève pas de ses compétences, il peut orienter. Très bien. Justement, mais tout cela n'est possible que lorsque vous n'êtes pas averti, vous n'avez pas les éléments basiques d'antenne. D'agence, chef d'agence à il doit être dégommé. Voilà, justement. C'est irrespectueux de leur part. Mais il y a des moyens. Moi, la dernière fois, je proposais par exemple que les sages du quartier aillent jusqu'au niveau du département, soit à la direction de l'EDG ou même au ministère de l'Énergie pour rencontrer les autorités, exposer le problème. Parce que là, on ne peut pas continuer dans un tel état de fait. Pendant ce temps, on est en train d'imposer les compteurs prépayés. Ce sont des comportements qui n'encouragent pas le citoyen. Je crois que souvent, on dénonce le manque de civilité, de civisme au niveau du Guinéen, mais je pense que souvent ce manque de civisme par endroit est engendré par le comportement de nos autorités administratives. Et ça, il faut que cela cesse maintenant. Est-ce que vous savez que aussi le responsable de communication même de la direction générale de l'EDG c'est même pas communiqué. Non, lui, et quand tu lui demandes c'est quoi la communication, vous recrutez des gens paramétristes, il confond la communication. C'est vrai que c'est une sorte de communication, mais il confond la communication aux différentes formes de conférences de presse qu'ils vont organiser dans l'année. Et il doit faire des communiqués couramment. On n'a pas besoin de ça. C'est vrai, c'est une forme de communication, mais on n'attend pas des événements quand même pour dire que non, on est en train de... Par exemple, la pose des compteurs, quand on a posé la question, que l'EDG ne communique pas, c'est vrai, quand on dit l'EDG ne communique pas, sur la situation de ce poteau de Kenyans,
au moins, si les DG communiquaient... Ça a été quand même on n'allait pas lier à ça. Une négligence. Justement. Mais j'ai l'impression que cette direction générale aussi ne bouge pas. Mais quand même, ils sont très rapides à essayer de mettre en exécution les réformes qui sont en train d'opérer les compteurs prépayés, les factures. La dernière chose que je voudrais signaler, parce que tu rappelais tout à l'heure qu'il y a un camion en faisant une marche arrière qui a heurté un des poteaux. Je pense que là aussi, le chauffeur de ce camion-là, sa responsabilité doit être engagée. C'est clair. Voilà. Le camion, ça c'est clair. Parce qu'il y a même parce que là, il a heurté un bien public. Madame la gouverneure quand même qui l'a dit, désormais, les camions qui viennent quand même accidenter peut-être les infrastructures publiques seront verbalisés. Justement, donc c'est normal. Mais le problème, pas quand même qu'ils soient verbalisés, mais la promptitude quand même de l'EDG, c'est de cela que nous sommes en train de parler ce matin. Alors ceci dit, puisqu'ils l'ont compris, heureusement, on espère que ce matin, ils vont se bouger pour déterrer ces vieux poteaux en bois, pour essayer quand même de changer. Il faut que ce monsieur doit savoir que demain, les jours à venir, nous allons le citer. On va toujours l'appeler. On va le citer. Il sera cité. On va le citer. On dira son nom. Parce que ce qu'il a fait, c'est irrespectueux de sa part. Il nous a raccroché. Ils vont réparer. Il nous a raccroché. Et ils ont l'habitude quand même de faire des communiqués. On dira exactement ce qui. Mais quand même, alors rapidement, des fois ils ont l'habitude. Je vais avec mes loupes. Non, pas avec les loupes. Non, revenons sur ça. Des fois, EDG quand même vers chez nous. EDG est prompte à intervenir même pendant la nuit. Certainement, vous avez un bon manager dans votre quartier. Je ne sais pas s'il y a un haut commis de l'État à côté ou pas. Mais en tout cas, non, pas de haut commis, mais en tout cas quand même ils interviennent. Ça c'est un. Deuxièmement, il faut c'est le bas peuple. Des fois aussi, même c'est des immeubles. Pas des immeubles. Faut pas négliger. Prenons les quartiers où il y a... Non, faut pas négliger un fait. C'est vrai que tu n'es pas ministre aujourd'hui, tu n'es pas grand directeur, tu n'es pas recommis de l'État, mais du fait que tu es homme de la plume, tu es craint. Surtout dans un grand média. Tu es craint. Ça, ne le néglige pas. Mais quand même, EDG, des fois, fait des communiqués pour passer dans les différents médias pour dire qu'ils effectuent des travaux de telle partie à telle partie. C'est des choses à ne pas négliger. Bien entendu, je ne dis pas que EDG communique bien, mais quand même. Moi, je pense bien le directeur communal de l'EDG, l'antenne de Vicine, lui, il faut le limoger. Merci. Il faut le limoger. Voilà. Là, il ne faut pas jeter l'anathème. Aujourd'hui, il ne fait pas carrément la mission, il ne fait pas exactement la mission qui lui est assignée. Il refuse plutôt quelqu'un qui a reçu l'information. Ils attendent qu'il y ait un court-circuit, qu'il y ait des ménages qui soient incendiés, après pour dire qu'on va venir avec des sacs de riz. Lui, on doit le démettre de ses fonctions. Et toute l'équipe qui est autour de lui. Mais il ne faut pas mettre, faut pas jeter l'anathème sur toute la société. Rapidement, je vais avec mes loupes. Nous partons du côté de l'Inde. Il faut rappeler qu'il y a ce qu'on appelle le sommet de l'Organisation mondiale de la santé. C'est un Indien. Donc aujourd'hui, je suis indien. Le sommet de l'Organisation mondiale de la santé qui, en tout cas, prend en compte ce qu'on appelle la médecine traditionnelle. Et c'est une première déjà. Ah oui, c'est super bien. Il faut le rappeler parce que lorsque vous prenez l'Inde, des pays comme la Chine, ce sont des pays quand même qui ont une certaine tradition, certaines valeurs en matière de médecine traditionnelle. Ils n'ont pas refusé cette valeur. La pharmacopée traditionnelle, ça existe là-bas. Généralement, les gens... Et c'est légalisé même. Voilà, c'est légal. Les gens refusent même d'aller dans les hôpitaux et préfèrent même se traiter traditionnel parce que pour eux, ce sont des théories, des croyances qui leur permettent de retrouver leur santé. Aujourd'hui, l'Organisation mondiale de la santé est allée dans ce cadre-là, mais aussi poser des bases solides parce qu'il faut aussi évaluer. Donc, c'est évaluer ces traitements-là, ces théories-là, savoir qu'est-ce qu'on peut insérer dans les législations nationales. Donc, si c'est avéré que c'est important, c'est bien, et que les théories après l'évaluation qu'on valide, on pourrait l'instaurer dans tous les autres pays pour que ça soit une pharmacopée ou une médecine traditionnelle qui pourra traiter les malades de façon générale. On se souvient en Guinée ici quand même, il y a l'association des médecins tradipraticiens qui était en train de se battre. Oui, justement, qui était en train de se battre dans ce sens. Mais c'est vrai, comme l'OMS, aujourd'hui, s'il s'intéresse au sujet, à la question, c'est vrai que ça peut être réglementé parce que pour certifier certains produits, donc là, il faut réglementer par des laboratoires ou bien par l'OMS qui va essayer quand même de mettre des batteries de mesure afin de réglementer. Il y a certains qui font trop de dégâts. Moi, je pense bien l'OMS se réveille parce que c'était lors de la Covid-19 où l'Artemisia
quand même a joué un grand rôle. C'est traditionnel. Où certains produits mélanges ont joué un grand rôle. Je me souviens ici, quand on a parlé de Covid ici, il y avait certains mélanges. Et là, et ça, c'est aussi au vu de tout le monde, même en Occident, dans les laboratoires. Parfois, on te dit qu'il faut faire bio en ce qui concerne les clous de girofle, en ce qui concerne du l'ail, en ce qui concerne du gingembre, en ce qui concerne du miel, mélangés ensemble. Le jus de ces 3 produits mixés, mais attention, c'est contre la Covid, c'est contre le rhume. Non, je le sais. Et pas que la Covid. Pas que la Covid. Ça nettoie les reins. C'est de l'énergie. Ça nettoie les reins. C'est ce qu'on appelle de la vitamine E. C'est de la vitamine E. Justement. Pour poursuivre, même toujours dans ce cadre-là, l'année dernière, c'est-à-dire le gouvernement indien a investi plus de 250 millions d'euros pour mettre en place un centre de traitement traditionnel. Donc ce centre-là qui également avait connu une visite de l'Organisation mondiale de la santé. C'est pour dire aujourd'hui, il faut prendre en compte ces formes de traitement-là. Aujourd'hui, il est bien beau. Vous partez dans certaines, pour faire le parallèle avec la Guinée, vous partez dans certaines villes, dans certains villages, voilà, où il n'y a pas forcément d'hôpitaux. Les gens se traitent traditionnellement et ils ont une bonne santé par rapport même à beaucoup de citoyens qui vont dans les hôpitaux. Donc pour eux, il y a même une pharmacie du côté de Lambaye, je ne vais pas la citer expressement. Il y a une pharmacie du côté de Lambaye où on vend même beaucoup de produits bio. Et le monsieur, le pharmacien... Indique-nous au moins le chemin. Bon, c'est en face du terrain de Lambaye. En face du terrain pour éviter de faire la publicité. Voilà, c'est en face du terrain de Lambaye, voilà, à côté de la station Total. Et surtout, envoie-moi ces médicaments. Mais il faut encadrer ça. Vous savez, le phénomène Nafanta avait gagné du terrain ici. Il faut réglementer. Attention. La question, puisque l'OMS aujourd'hui est en train de s'intéresser à la question. Parce que dès qu'on parle de... Parce qu'il y aura des mesures quand même. L'OMS ne va pas permettre à donner la latitude à tout le monde, à n'importe qui. Après une évaluation, les traitements qui seront validés, ils seront certifiés. Voilà. Il y aura des laboratoires même. Mais chez nous, les praticiens, ils sont spécialistes en tout. Vous écoutez les différentes radios. Bon, chez nous, on ne prend pas des communiqués ou bien des publicités. Mais partout. C'est vrai. Et l'autre chose, Alpha, l'autre chose aussi, c'est quoi? On traite c'est tout que sous Alpha Condé, les symboles ont pris une certaine ampleur dans ce pays au point où on se demandait qui sont-ils vraiment? Est-ce c'est les conservateurs de la nature. Oui, bon, après, ils étaient devenus autre chose. Vous savez, non, ce symbole-là, exactement, ils étaient devenus autre chose. Ils sont devenus autre chose, ça c'est vrai, quand ils se sont lancés un peu dans la politique. Mais quand tu prends l'Afrique médiévale ou bien l'Afrique avant quand même, c'était des docteurs les symboles. Les symboles, les facolis, c'était des fins connaisseurs quand même de l'arbre, de la forêt. Parce que même lorsqu'on parle de ces formes de traitement-là, il faut rappeler que ça a un rapport aussi avec la culture. C'est-à-dire les gens, cette culture ont des valeurs traditionnelles. C'est-à-dire les gens sont habitués à se traiter comme ça. C'est devenu ancré dans leurs valeurs. Donc l'OMS, bien qu'on parle de traitement, ne peut pas négliger le fait là parce que ces organisations internationales aussi se battent quelque part pour la conservation des cultures des peuples. Justement. Donc lorsque des peuples ont des valeurs comme ça et que les traitements sont avérés, je pense qu'il faut tenir en compte. Et aujourd'hui, l'OMS a compris et c'est à l'issue de cette évaluation, ceux qui seront certifiés et dont les compétences seront avérées, on va même instaurer ces modes de traitement-là dans les législations nationales. Donc, tous les pays du monde, en tout cas membres de cette organisation, vont commencer à utiliser ces formes de traitement-là parce que on veut quand même la santé. Donc, rapidement, je vais avec la deuxième loupe. Il faut rappeler que nous allons du côté de la Guinée cette fois-ci. On revient en Guinée. Il y a le Premier ministre hier qui a quand même reçu les championnes de juniors et cadettes de handball de l'Afrique. C'est-à-dire qu'on a vu une compétition récemment qui s'est tenue, la finale s'est tenue le 12 août du côté d'Abidjan, où nos handballeuses guinéennes ont quand même remporté cette Coupe d'Afrique. Voilà, donc c'est certaines disciplines quand même où il y a de l'exploit, mais qui sont dans l'ombre. Justement, c'est des sports qui ne sont pas aidés, qui ne sont pas assistés. Généralement, ce sont des personnes qui parlent avec un fonds personnel, soit du président de la fédération, ou soit des bonnes volontés. Oui, la subvention elle est minime. Elle est minime, mais on ne considère même pas les gens là. L'équipe de je sais pas, handball, parce que généralement avec ces sportifs aussi, on le corrige. Et souvent, quand on dit handball, on dit non handball. Quand tu dis handball, on dit non handball. Ben alors, quand même, avec ces joueuses de main, c'est pas le basket. Alors, handball, on ne peut pas prendre au moins une vingtaine de jeunes
pour donner une subvention qui ne peut pas suffire quand même, qui ne peut pas satisfaire au moins 10 jeunes. Justement, mais pour revenir rapidement, il faut rappeler que le Premier ministre a quand même, dans son discours, essayé de féliciter en disant que ce n'est pas l'argent jeté par la fenêtre. Ouais. C'est pour dire quelque part, il y a eu quand même subvention. Là, même si, et lui-même, il a offert, c'est-à-dire un chèque de 500 millions de francs guinéens. Qui ça? Le Premier ministre? Le Premier ministre. De son budget? Goumou. Grosse question. Mais il est nanti avant d'être Premier ministre. Non, mais qu'est-ce qu'il avait fait avant? Il avait une chose, il a eu Gare Activa. Il était à Ugar, il a créé l'ANALA. Attendez, il avait donné quoi avant d'être Premier ministre? Il faut éviter les conflits d'intérêts. Il faut éviter les conflits d'intérêts. Il a dit quelque chose qu'il avait son petit moyen avant d'être Premier ministre. Et ça, je conseille. Il avait quand même de l'argent. Il était quand même responsable. Le problème n'est pas là-bas. Il ne reçoit pas en tant que PDG de l'ANALA. Non, le PDG. Il le reçoit en tant que chef de gouvernement. Est-ce que c'est des 500 millions? C'est l'argent du contribuable. C'est l'argent du contribuable guinéen. C'est des questions. Voilà, non, vous savez ce qui me fait mal? Ce qui me fait mal, à chaque fois, non, attendez. À chaque fois, ce qui me fait mal, on dit le président a donné. Il a donné quoi? Son budget de souveraineté. Non, c'est l'argent du peuple. Oui. C'est l'argent, c'est le contribuable guinéen. Mamadou, un président. On dit le Premier ministre a donné. Oui, il donne quoi? Il a un budget de souveraineté. Et ça, c'est acquis. Donc arrêtez de dire. Il faut rappeler qu'il faut célébrer nos champions. Moi, je suis d'accord, mais dire que tel a donné, la primature a donné, la présidence a donné, mais le président, non, arrêtez. Laisse-moi te définir le budget. Laisse-moi te définir par le ministre des Sports. Oui, non, le ministre des Sports est en déplacement. Il s'est fait représenter par le ministre de la Culture, Bill de Sam, qui est sûrement dans les images. Laisse-moi te définir le budget de souveraineté généralement de ces cadres, de ces hauts cadres. S'il te plaît. Ça, je connais ça. Non, d'accord. Tu connais le budget. Je dis bien. Mais généralement, ces budgets de souveraineté, c'est pour ces cas comme ça. Parce que le Premier ministre ne peut pas quand même se permettre d'aller le contrôler. Moi, je n'ai pas dit la primature a donné. J'ai dit le Premier ministre a donné 500 millions. Le Premier ministre a donné et non la primature a donné. Le Premier ministre a un budget de souveraineté pour ces cas. Même s'il n'a pas de budget de souveraineté, il a l'argent, il est nanti. Un Premier ministre quand même. Il est nanti. Qu'est-ce qu'il avait fait? Un Premier ministre quand même a droit. Même hier, on parlait auprès de la société, auprès de la personnalité. Il peut donner de l'argent. Et déjà, moi je comprends les budgets de souveraineté. Ils n'ont qu'à accompagner avant. L'utilité de ces budgets de souveraineté. Qu'est-ce qu'on a donné à l'équipe là? Qu'est-ce qu'il avait donné à l'équipe là lorsque l'équipe a été prête pour se déplacer? Il y a déjà une subvention. Au-delà de la subvention, si nos champions reviennent en tout cas avec la coupe, on est fiers. C'est une fierté. Fallait les accompagner au début. La Guinée fallait les accompagner au début. Il ne faut pas attendre parce qu'il y a une coupe. Donner de l'argent maintenant. Il faut les encourager au début. Voilà. Ça a été fait. Donc il fallait encourager les lauréats au début avant que non, ça c'est pas lauréat, ça c'est une compétition. Non mais c'est ce que vous dites. Ce qui importe, ils sont allés en compétition. Pas faire la compétition. Voilà. Imagine qu'on les accompagne, qu'on les donnait 500 millions. Non, là-bas c'est évaluation. Là c'est pas compétition. Il y a eu une subvention. L'équipe a été bien représentée. On a remporté et on félicite ceux qui ont remporté cette compétition. Je ne vois pas le mal. Simon, je suis d'accord. Aujourd'hui, je continue déjà pour il faut les laisser. Voilà, moi, je pense qu'au lieu de ils ont fumé quelque chose qui n'est pas bien. Et je les ai dit souvent changer de fournisseur. Changer de fournisseur. J'étais largement compris. Moi, je pense que au lieu d'offrir de l'argent, je ne le condamne pas. Mais moi, je pense qu'on devait plutôt se pencher sur comment améliorer les conditions d'apprentissage. Construire des infrastructures. Des infrastructures sportives pour ces gens. Est-ce que ça relève de la primature? Est-ce que ça relève de la primature? Il est Premier ministre pourquoi? Il est chef du gouvernement pourquoi? Mais je tombe de nul là. Il y a un ministre. Il y a un ministère. Il est chef du gouvernement, non? Vous êtes en train de tout confondre. Voilà. Il ne peut pas imputer la construction des infrastructures sportives à la primature. Il a un bilan en tant que Premier ministre, chef du gouvernement. Il a un bilan en tant que Premier ministre, chef du gouvernement. C'est lui qui est chargé de l'orientation de tout ce qui est activité gouvernementale. Voilà. Non mais je termine rapidement. Odilon, je ne comprends pas comment tu peux imputer la responsabilité de la construction des infrastructures sportives à la primature. Ça relève. Je ne sais pas si tu as des relations particulières avec Dr Goumou, mais c'est une évidence qu'aujourd'hui, on doit plutôt se pencher sur comment améliorer les conditions d'apprentissage en faveur de ces jeunes-là. Simon, tu peux me permettre, laisse-moi placer ce mot. Voilà. Je pense bien, Ba et
Et Odilon, ce matin, il faut qu'il change des fournisseurs. C'est qu'il prenne les trop forts au pays. Voilà. Je vais vous dire exactement ce que nous sommes en train de dire. C'est toi qui nous fournis? Non, vous êtes en train de confondre. Alors, changez. Voilà. Changez-moi. Il mélange tout. Alors, vous êtes en train de Jamais. Le bienfait, c'est-à-dire le geste personnel du Premier ministre, c'est comme si ton enfant, tu es en train de lui faire un cadeau qui n'est pas aussi... qui dénie pas ta responsabilité quand même de lui mettre à l'école ou de lui créer un cadre de vie normal. Mais il y a des bonus parfois que tu donnes à ton enfant qui ne rentrent pas dans le cadre de vie aussi de ta responsabilité que tu dois faire, qui est une obligation. L'obligation aujourd'hui, comme le dit Odilon, c'est aujourd'hui créer un cadre de vie serein et normal pour ses sportifs. Ça, c'est normal. Mais on doit écouter à qui? Parce que le Premier ministre est content et fier d'eux. Il s'est dit, bon, pour ces bonus, moi je vous donne ça. Ça n'a rien à voir. Peut-être avec ça, avec l'exploit qu'ils viennent de faire, ça peut inciter quand même le gouvernement à créer ces cadres de vie. Non, ne confondez pas. Le geste personnel du Premier ministre, c'est comme un bonus qu'on donne à des trucs, ça vient de sa propre poche, quoi. À ces héros qui sont venus, mais ça n'a rien à voir avec l'implantation peut-être des infrastructures ou l'amélioration des cadres de vie. Et ça, je vous conseille. Odilon a raison. Je suis le chef du gouvernement. Je dis peut-être que la coupe... Chaque ministre a des prérogatives. Oui, alors je me demande pourquoi on vient de poser l'évaluation. Mais on y va. Aujourd'hui, j'ai l'impression qu'ils... Non, généralement, on ne va pas se comprendre. Ils ont pris quelque chose de très fort. C'est trop fort. Voilà. Pour revenir, on reste également en Guinée. Il y a eu une décision de suspension c'est dans le cadre du Bureau guinéen des droits d'auteur. Le délégué préfectoral de Kankan a été suspendu. Voici également. Et pour motif. Voilà. Donc, on parle de trouble à l'ordre public. Voilà. Généralement, moi, je me dis, c'est l'inspecteur, le directeur régional qui, en tout cas, aurait pris cette sanction. En fait, je veux comprendre exactement. L'inspecteur régional. Je veux comprendre exactement, mon cher, mon bien-aimé. Voilà. Et Simon. Trouble à l'ordre public. Justement, c'est quoi? En tout cas, le concert, c'est vague. C'est comment lorsqu'on dit trouble à l'ordre public, c'est pas précis. Parce que c'est qui on suspend? Non, c'est le délégué préfectoral du Bureau guinéen des droits d'auteur. Vous savez, aujourd'hui, le BGDA. Voilà. Trouble à l'ordre public. Voilà. Justement, moi je me dis, un délégué préfectoral qui est près des artistes, qui est là dans les événements où on vient s'enregistrer à son niveau et tout, je ne comprends pas pourquoi on va l'accuser de trouble à l'ordre public. Parce que trouble à l'ordre public, est-ce que c'est pas lié à votre manifestation? Non, on ne peut pas. On ne peut pas le suspendre pour ça. Trouble à l'ordre public. Non, on ne peut pas le suspendre. C'est une question que trouble à l'ordre public. C'est pas lui qui est organisateur. Voilà. Trouble à l'ordre public, c'est un boulevard. On ne sait pas. Parce que l'ordre public, lorsque vous allez voir des doctrinaires en droit, chacun interprète de sa façon. Parce que l'ordre public, ça ne fait pas l'objet d'une définition légale. L'ordre public, on sait juste qu'il y a la sûreté de l'État, il y a la sécurité des éléments qui se retrouvent, mais c'est un boulevard. Il fallait préciser la sanction. Pourquoi? Parce que faut dire par exemple qu'il a posé tel acte répréhensible, mais se cacher derrière ces expressions-là, ça ressort couramment. C'est pas son cas seulement. Lorsque vous prenez certaines sanctions administratives, vous rencontrez des termes comme ça. On essaie de gonfler des termes. Mais c'est pas précis. Quand je vois ce acte-là, voilà, il n'a pas valeur d'un acte administratif. Voilà. C'est léger. Il est tellement léger. On a l'impression que c'est pas des professionnels. Moi, j'ai dit souvent quelque chose dans ce studio-là. Je dis souvent quelque chose dans ce studio, mais peut-être que j'ai du mal à être compris. Lorsque vous avez donné des responsabilités à des gens qui n'ont aucune base de la gestion administrative, qui n'ont aucune base de la science administrative, qui n'ont aucune base du management administratif, mais c'est grave. Je vais rappeler à cet inspecteur que tout acte administratif, l'acte administratif doit avoir ce qu'on appelle le visa. Les motifs, surtout les motifs en matière administrative, les motifs sont exigés lorsque l'acte sanctionne. Lorsque l'acte est un acte sanctionnatoire, il faut clairement détailler les motifs dedans. Mais l'autre public, ça veut dire quoi? C'est ce qu'il disait, on ne sait pas. L'inspecteur là doit partir. Ah bon? Il doit partir. Il doit aller où? Non, mais le ministère de la Culture, à tout moment, on peut le... Quand même, c'est flou dans la tête parce que
On sait que c'est du côté des Cancans, Mba Mamadou. On sait qu'il y a eu des manifestations et il y a des... Moi, je pense que cet inspecteur-là doit se chercher un courrier, un conseiller juridique ou en tout cas un secrétaire qui est capable de lui rédiger ça. Est-ce que vous aviez vu le communiqué du ministre? On peut avoir les compétences, mais ça, c'était bien avant tout ça. Non, c'est ça. Je ne rentre pas dans ça. Non, il faut rentrer dans ça. Ce que j'ai dit aujourd'hui. Non, toi, tu flingues l'inspecteur et son ministre. Non, je termine. Un communiqué truffé de fautes. Je termine rapidement. Vas-y, rapidement. Ce que j'ai dit aujourd'hui, il n'est pas exclu que cet inspecteur-là ait des compétences. Il peut avoir... Vous savez, la rédaction de courrier, ça relève d'une certaine technicité, de connaissance de quelqu'un qui maîtrise la chose. Ça marche pas. D'inspecteur régional et que tu n'aies pas ces éléments de base. Parce que ça, c'est incompréhensible, c'est inacceptable. Général, ce sont peut-être les agrégats quand même d'une inspection générale, les suspensions, les avertissements. Mais il faut savoir quand même comment faire. Au-delà même de la connaissance des éléments basiques qui réglementent la gestion administrative, si en Guinée tu vas avoir un agent public, qu'il soit contractuel ou fonctionnaire de l'État, qui ne connaît même pas le contenu de la loi portant statut général des agents publics de l'État. Je suis d'accord. Malheureusement. Je suis très ça aussi, voici un gros problème. Je suis d'accord. Aujourd'hui, donc la question que je veux m'avoir pour lui, est-ce que du fait que les nominations par affinité, c'est pas ses conséquences? C'est les conséquences, le népotisme, le clientélisme. Non, mais on voit quand même dans l'acte qu'il y a, c'est-à-dire l'arrêt du spectacle. Il y avait un spectacle qu'il a arrêté, la confiscation des instruments de sonorisation de la maison des jeunes, et on voit également. Troisièmement, trou dans le public. Il faut qu'on demande, c'est monsieur quand même, qu'est-ce qui s'est exactement passé? Voilà. L'arrêt du spectacle, c'était quel type de spectacle? Voilà. Est-ce que le spectacle était déclaré? Voilà. Il a raison de l'arrêter. Parce que au BGDA, pour faire un spectacle, il faut déclarer. Voilà. Est-ce que et la confiscation des instruments, oui, ça rentre également dans ses prérogatives parce qu'il y a une certaine, il y a des officiers de police judiciaire à son service également. Ça rentre dans ses prérogatives quand même d'arrêter un spectacle qui trouve qu'il n'est pas quand même déclaré. Parce que je trouve que les arguments sont légers, c'est pas, on a besoin de mieux comprendre. Voilà. On veut bien comprendre. Non, mais ce qui est cité, ce sont les prérogatives quand même. Ce sont ses droits d'arrêter un spectacle quand il estime que c'est pas déclaré. Voilà, c'est pas déclaré. Le de quoi? Vivre de ça, de spectacle. Voilà. Le PGD a vie de ces taxes de spectacle. Non, c'est pourquoi ils ont même des inspecteurs, ils ont même des enquêteurs qui viennent exactement constater les faits dans le spectacle pour voir est-ce que le spectacle répond aux normes. Exactement. S'il trouve que le spectacle ne répond pas aux normes peut-être exigées par la direction, non, par l'agence, s'il trouve par exemple que le spectacle ne répond pas aux normes quand même exigées par le PGDA, c'est pas sécurisé et que le spectacle n'a pas été déclaré, ce sont dans ses prérogatives quand même d'arrêter le spectacle et amener les instruments. Mais est-ce que là c'est le cas? Mais justement, est-ce que c'est le cas? C'est la question. Voilà. Ou bien est-ce que c'était un spectacle de soutien au CNRD? C'est justement parce que l'inspecteur n'a pas apporté assez de détails que nous également on est en train de le dire. Quand même, parce que lui aussi c'est un gars bouillant, notre directeur régional de Cancan. On peut l'appeler pour comprendre exactement le contour. Qu'est-ce qui s'est exactement passé pour qu'on sache est-ce que c'était quel type de spectacle. Est-ce que c'était un spectacle au soutien? Parce qu'on sait actuellement, ces derniers moments. Non, je parie si c'était un spectacle de soutien au CNRD, on n'allait pas suspendre le monsieur. Peut-être on allait même. Non, on allait le suspendre. Non, soutien et qu'il avait laissé passer, on n'allait pas le suspendre. Voilà, mais parce que suspendre si c'était un spectacle quand même au soutien pro CNRD. Qu'il soit pro CNRD ou pas, il faut déclarer. S'il ne déclare pas, il est dans ses prérogatives de le faire. C'est ça qu'on dit. C'est que si c'était pour. Il faut parfois à un moment donné respecter les textes qui régissent les fonctions. Mon ami, donc lui-même, s'il se trouve que cette décision est illégale, il peut l'attaquer. D'accord. Voilà. Certainement, il va l'attaquer. On va aller au troisième. Non, c'était la dernière loupe. Odilon a une loupe ce matin avec nous. Et on t'écoute, Odilon. Qu'est-ce que tu as à nous dire? Qu'est-ce qui t'arrote? J'ai trois loupes. Oui, trois loupes. Tu parles d'une, mais j'en ai trois. Finalement, je ne suis pas un paresseux, moi. Finalement, il a trois. Je ne suis pas un paresseux, moi. Tu le dis, je déclare ce qui était là avant l'émission. Tu es libre. Il fait allusion. On n'est pas gêné de toutes les façons. Justement, tu es un paresseux. Il a fallu que j'écris
pour que tu te trouves des Et quelles sont les preuves, monsieur? Et les preuves, Simon est là, c'est un homme de droit. Le faux témoignage est réprimé par la loi. Non, est-ce que c'est un faux témoignage? C'est un faux témoignage. Ah, quel faux témoignage? Tu as quelle preuve? Ah, ma voix. Au fait, le témoignage fait partie des modes de preuve. En droit civil, quand même, tu vois ça. C'est un homme de paroisse, un homme saint de paroisse. Deuxièmement, il est juriste. Un juriste qui a... Non, mais quand même... Après, tout chacun vient avec son petit secret. Il peut arriver aussi que je vous dise que je n'ai aucune loupe pendant que j'ai un sac de loupe avec moi. Tu as des cafards dans le placard. Tu as des cafards dans le placard. Alors, le guerrier, sors-nous ton sabre et on va voir ce que tu vas découper. Alors, ma première loupe, elle est triste. Oui, très triste. C'est Madame Julienne Lama. Je l'appellerai désormais Feu Madame Julienne Lama, qui habitait du côté de Fossidé, Yataya, qui a été renversée par un pick-up, je crois, de la gendarmerie, de la police, entre Bofa et Dondi. Voilà. Et si cela est arrivé, d'abord, le pick-up a effleuré une dame, mais il a finalement... donc il avait perdu le contrôle. Je ne sais pas, mais ce qui est clair, il filait. Voilà, il filait. Mais non, généralement, à vive allure, avec un petit obstacle, et puis on ne peut plus. Oui, mais ce qui est déplorable est qu'à Conakry, par exemple, au fait, ces gars se permettent de filer même sans raison. Au fait, voilà. Tu peux voir, ils sont avec leurs copines dans le véhicule, voilà. Pour des raisons vraiment non fondées, ils se mettent à filer à vive allure. Et malheureusement, voilà que la femme a été heurtée et elle en a perdu la Est-ce que le pick-up s'est arrêté? Ils se sont arrêtés, là il faut le dire. Et même hier, ils étaient dans la famille mortière. Ils étaient dans la famille mortière hier. Mais tout ça c'est bon. Mais ce qu'il faut dire est que quand vous êtes dans une zone à forte agglomération, dans les villes, il faut vraiment diminuer la vitesse. C'est ce qui est bien normal. Deuxième loupe, on répare du côté du Niger. Il y a le monsieur Abdel Fatal Moussa, qui est commissaire aux affaires politiques de la CEDEAO, qui disait hier que nous n'avons pas besoin de l'autorisation des Nations Unies pour déployer des troupes au Niger. Et il a dit cela, ce discours, il l'a tenu en marge du lancement officiel des travaux de 2 jours du comité des chefs d'état-major des armées de la CEDEAO qui se tient à Accra. Donc, il dit que la CEDEAO aujourd'hui n'a pas besoin de financement, voilà, va financer elle-même l'opération du côté du Niger. Et qu'on n'a pas besoin du chapitre 7. C'est tellement intéressant. Nous allons partir à la pause. Qu'a fait M. Abdel Fatal Moussa, qui est commissaire aux affaires politiques de la CEDEAO, autour de cette crise au Niger. Il faut rappeler que ces 2 jours, il y a eu le lancement du comité des chefs d'état-major des armées de la CEDEAO qui se retrouve à Accra pour continuer à réfléchir sur l'éventualité d'une intervention militaire au Niger. Donc, au sortir de cette réunion, il y a le commissaire qui s'est fendu de ce communiqué en disant que la CEDEAO n'a pas besoin de l'autorisation des Nations Unies pour déployer des troupes au Niger. Il le dit en se rapportant un peu aux années 90. Il faut rappeler avec l'ECOMOG dans les années 90, la CEDEAO est intervenue au Libéria, en Sierra Leone, je crois en Guinée-Bissau également. Mais après, il oublie que ce n'est pas le même contexte. Ça, c'était contre la rébellion. Voilà, ça, c'était une guerre. Voilà. C'était bien normal en termes de solidarité que cela se fasse. Mais aujourd'hui, il y a une question de coup d'État. Ce n'est pas une rébellion, c'est une question de coup d'État politique qu'il faille... Un coup d'État n'est pas une rébellion? Non, un coup d'État n'est pas une... La rébellion... Non, la définition de rébellion, c'est quelqu'un qui refuse de se soumettre à une loi, je pense bien. Vous savez, on confond souvent rébellion et incursion rebelle. Alors, qu'il y a eu lieu. L'incursion rebelle au Libéria, ça c'est des incursions. Même à la Guinée a connu l'incursion rebelle du côté de la région forestière et de Foucaria. L'incursion rebelle, il faut bien définir le mot voilà. Donc ça fait 2 choses. Le coup d'État, c'est pas une rébellion. Ça fait 2 choses. Les gens qui vont s'élever pour détruire, pour bannir, pendant que nous sommes régis par une constitution qui laisse les lois de la nation pour aller s'accaparer du pouvoir, c'est pas une rébellion. Ce que je voudrais dire à ce commissaire, c'est que les réalités ne sont pas les mêmes. Les époques ne sont pas les mêmes. Et surtout,
la CEDEAO quand même n'est pas une organisation isolée. La CEDEAO n'est pas sur une autre planète. La CEDEAO est dans une autre organisation régionale qu'on appelle l'Union africaine et également dans une organisation universelle, à vocation universelle qui est les Nations, qui sont les Nations Unies. Donc il y a qu'à des moments donnés, il y a des actions lorsqu'elles doivent être posées et doivent être conformes aux dispositions de ces différentes organisations qui la chapeautent en quelque sorte. Et pour terminer, il dit également que la situation au Niger, le conflit au Niger, c'est un conflit asymétrique. Il dit, est-ce que la CEDEAO, le chapitre 7 de la CEDEAO, ou bien est-ce que les règles des Nations Unies, comment on appelle ça? La charte des Nations Unies traite des questions de terrorisme. Moi, je voudrais quand même rappeler à ce commissaire que le but des Nations Unies, c'est de préserver la paix et la sécurité internationale. Exactement. Et s'il en est ainsi, donc des questions de terrorisme intéressent forcément les Nations Unies. Donc selon vous, il est passé complètement à côté. Il est passé à côté. Pour revenir la question que je m'en vais vous poser, justement, il est bien ces hommes de droit, est-ce que la CEDEAO peut se soustraire aujourd'hui de ces instances-là, telles que l'Union africaine et puis le système des Nations Unies? Est-ce que la CEDEAO peut aller à l'encontre sur les questions économiques, on peut dire qu'il n'y a pas de souci, mais la question d'intervention militaire, là, il y a un véritable problème à soulever. Il faut rappeler, le Conseil de paix et de sécurité. Il faut rappeler, il y a ce qu'on appelle la pyramide des normes, la hiérarchie des textes. Il y a des textes inférieurs et des textes supérieurs. Le texte inférieur, généralement, concerne une petite entité, le cas de la CEDEAO. C'est-à-dire quelques États, mais il n'est pas exclu que ces États, même de la CEDEAO, sont déjà des États de l'Union africaine. Et même dans les textes de la CEDEAO, lorsqu'il y a contradiction entre les textes de la CEDEAO et les textes de l'Union africaine, d'office l'Union africaine prend le dessus. Donc à ce niveau, il n'y a pas de problème. A fortiori les Nations Unies. Voilà, a fortiori, moi quand je vois le discours de ce commissaire, mais c'est un discours plaisantin. Ça sous-entend, ça n'a pas beaucoup plus d'émotion, de haine peut-être contre la gente. Ne pensez pas qu'il est vous savez, moi, depuis le début, je l'ai dit, je crois l'avoir dit une fois dans ce studio, la CEDEAO va avec précipitation, avec empressement dans le dossier du Niger. Et encore une fois, je le dis, il n'y aura pas d'intervention militaire au Niger. Il n'y aura pas. Pourquoi? Parce que c'est devenu une CEDEAO des chefs d'État. C'est une décision hargneuse contre non, pas du tout. C'est pas une décision hargneuse ou quoi. Peut-être c'est mon ami qui ne porte pas ses lunettes aujourd'hui. Donc il fait vraiment une mauvaise lecture de la situation parce que c'est un commissaire quand même de la CEDEAO. Il ne peut pas. Il connaît tout ce que vous avez énuméré là, lui-même il est bien outillé. Je ne suis pas commissaire, mais je suis enseignant au moins. Non, c'est certainement. Là, je te rappelle, je suis juriste. Non, peut-être comme tu ne portes pas de lunettes, peut-être comme tu portes pas. Toutes les analyses que nous faisons, qui sont en rapport avec le droit, sont fondées sur des textes juridiques. Là, il faut que tu le saches. Donc, ce commissaire, encore une fois, moi, j'aurais bien voulu avoir un débat avec lui. Quelles sont ses motivations? Très bien, on va organiser ça certainement. Dernière loupe, je n'ai pas fait un je vais vous dire. En attendant, vous pouvez nous appeler, nous écrire sur le 623 30 26 41, les SMS, ça vous intéresse, les débats. Vous pouvez nous écrire quand même au 623 30 26 41 pour les SMS avec des réactions par rapport aux différents sujets que nous sommes en train de débattre ici même sur ce plateau de On n'est pas gelé. Le 623 30 26 41. Oui, on peut aller. Voilà, on quitte le Niger pour aller au Cameroun. Le jour même du coup d'État du Niger, le 26 juillet, il y a le payeur spécialisé du côté du ministère des Finances camerounais qui a adressé un courrier au président de la Fédération camerounaise de football, la FECAFOOT, donc à M. Samuel Eto'o-Fils, lui demandant de payer un montant. Je rappelle un peu les faits. Lors de la participation du Cameroun à la Coupe du Monde de Qatar 2022, il y a que l'État camerounais avait subventionné, avait octroyé un fonds d'une valeur de 4 176 934 602 francs CFA. Tu ne fais pas le cas au carré. Dont 2 732 100
10 821 francs CFA devraient être pris en charge par la FECAFOOT. Donc, ceci dit que ce montant avait été donné à la FECAFOOT dans l'espoir que lorsque elle recevrait les financements de la FIFA afin de restituer. Donc, c'est ce qui n'a pas été fait jusqu'à les 4 millions, les 4 milliards. Les 2 milliards et 2 milliards. 2 milliards et quelques ne sont pas encore revenus dans la caisse de l'État camerounais, d'autant plus que le financement, la subvention de la FIFA est déjà obtenue. Je crois que c'est une subvention d'ordre de 5 milliards et quelques. Voilà, qui est déjà... France CFA, bien sûr, qui avait été obtenue par déjà la Fédération camerounaise de football. Donc, il y a quand même cette question, ce souci-là, cette information qui fait jager un peu du côté du Cameroun. On se demande qu'en est-il de la gestion de M. Samuel Eto'o, bien qu'il se vante. Oui, parce qu'il y a eu des cris ces derniers moments quand même au sein de la FECAFOOT. Oui, il y a même... Il y a eu des défenseurs de Samuel Eto'o. Mais on pense bien que la gestion quand même de Samy n'est pas saine. Et déjà, parfois il s'immisce même dans le rôle de l'entraîneur. De l'entraîneur, voilà, oui, parce qu'il a dit. C'est pas un footballeur. Ce problème, ça s'est posé partout. Les professionnels reculeront une fois à la tête parfois de la fédération même. Mais là, c'est pas avéré. Des départements. Faut pas aller vite en besoin quand même. Il y a toujours problème. Être bon sur le terrain ne voudrait pas dire que vous êtes bon dans l'administration. Pas forcément. Le cas BA en est une illustration. Non, c'est autre chose. C'est une déception. C'est une parfaite illustration. Non, Titi n'avait pas duré. Titi n'avait pas. Est-ce qu'il avait les coups de franche pendant qu'il s'est partagé le département avec le fils, le bébé hollandais d'Alpha Condé avec Petit Saut. Oui, Damantan. Petit Saut. Il a démissionné. Bantamassou. Il a refusé, mais il a encaissé. Il a démissionné. Pourquoi il n'a pas démissionné? Non, la question est il a été viré. Non, c'est pas ça le problème. Quand vous n'avez pas tous les tenants et aboutissants d'un département, mais vous démissionnez. Alors, ceci dit, mesdames et messieurs, chers internautes, vous êtes bien sûr dans votre émission. Nous allons partir, et cette fois-ci, porter les gants pour partir à la deuxième rubrique. Je ne sais pas, Alpha, tu entends, mais on n'a plus le temps. Et pour partir rejoindre notre deuxième rubrique qu'on appelle le débat des polémistes. Ici, ce sont des sujets que nous allons débattre, des sujets que nous avons peut-être trouvés très intéressants par rapport à cette loupe. Et au premier sujet...